Vous vous êtes déjà demandé comment un jeune réalisateur français a pu, pour son deuxième film, doubler Hollywood et proposer l'un des tout meilleurs films policiers de ce siècle? Salut à tous, bienvenue dans Prise 1, aujourd'hui on parle de Ne le dis à personne. Harlan Coben? Bah oui, c'est pas parce qu'on parle d'un film de Guillaume Canet qu'on va forcément parler tout de suite de Guillaume Canet. Harlan Coben, donc, né le 4 janvier 1962 à New York, dans le New Jersey. Il fait des études de sciences politiques où il sera membre de la fraternité Psi Upsilon avec un certain Dan Brown avant de travailler dans l'agence de voyage de son grand-père. Très vite attiré par l'écriture, il publie son premier roman Sans un adieu en 1990. Attiré par les polars et histoires policières, il devient prolifique et écrit pas moins de 8 livres en 9 ans, devenant au passage le premier auteur à recevoir 3 prix majeurs de la littérature policière aux États-Unis. Il est depuis connu pour être l'un des auteurs maîtres du suspense avec plusieurs dizaines d'ouvrages. Donc le gars, en plus d'écrire vite, écrit bien. Mais en 2000, alors qu'il regarde un film dans lequel un homme perd sa femme et ne s'en remet pas jusqu'à sa rencontre avec une femme magnifique et que la magie opère, Harlan se pose une question. Si un homme n'arrivait réellement pas à se remettre de la mort de sa femme, il laisse mûrir l'idée et finit par la mélanger avec une autre, plus personnelle, celle de la mort de ses parents lorsqu'il était jeune et qui n'ont pas pu connaître leurs petits-enfants. Alors qu'il est devant son ordinateur en train de réfléchir à son prochain roman, il observe la webcam et se demande comment il réagirait s'il voyait ses parents sur une vidéo. Le thème est trouvé. Un homme perd sa femme, n'arrive pas à s'en remettre et, 8 ans plus tard, il la voit sur une vidéo d'une caméra de surveillance. L'idée germe et devient le livre Tell No One, ou traduit en français par Ne le dis à personne. Le livre est un best-seller puisque vendu à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde et bien évidemment, quand un livre à potentiel a du succès, Hollywood achète les droits pour l'adapter en film. Michael Apted est même pressenti pour le réaliser, sauf qu'en même temps, il atterrit en France dans les mains d'un certain Guillaume Canet. Le Guillaume Canet de 2005. C'est-à-dire un artiste de 32 ans qui est essentiellement connu pour ses rôles d'acteur dans La Plage, Joyeux Noël ou encore Jeux d'enfants. Même s'il reste iconique pour beaucoup d'entre nous comme Guillaume dans Premier baiser. Virginie? Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais en tant que réalisateur, beaucoup moins. En effet, il n'a fait que quelques pubs et un seul long métrage, Mon idole, qu'il a coécrit avec Philippe Lefebvre. Le film rencontre un joli succès critique et commercial avec plus de 500 000 entrées en 2002. Guillaume Canet cherche alors une idée pour son second film lorsqu'il dévore Ne le dit à personne d'Harlan. Comme il l'explique, il ne cherchait pas forcément à adapter un roman, mais c'est la première fois qu'en lisant un livre, il avait une idée très précise des plans et de la mise en scène. Guillaume contacte Harlan une première fois mais ce dernier refuse, il est sous contrat avec Hollywood. Mais à force de discussions autour du projet, Guillaume finit par le convaincre grâce à un détail. Alors que le studio hollywoodien cherche à faire de son roman un gros thriller comme les Américains le font à chaque fois, le jeune réalisateur trouve que le roman est en réalité une grande histoire d'amour, et c'est cet aspect-là qu'il souhaite aborder dans sa vision du film. Harlan est conquis. Aussi, lorsque son contrat avec Hollywood arrive à terme, il signe immédiatement avec Guillaume Canet et la pré-production peut commencer. Une pré-production qui s'avère très ambitieuse puisque le film bénéficie d'un budget de 11,8 millions d'euros, ce qui en fait à l'époque l'un des films français les plus chers. Il retravaille alors son script avec son compère Philippe Lefebvre, il change quelques détails, rendant notamment le protagoniste plus humain et gentil, alors qu'il est cynique dans le roman. Le point suivant est le casting. Guillaume Canet aime s'entourer d'acteurs qu'il admire et avec ce film, il compte bien en profiter. Son choix pour le rôle principal est surprenant, François Cluzet. François Cluzet, qui à l'époque... N'allant pas jusqu'à dire que c'est un acteur has-been, on ne peut pas non plus dire décemment que c'est un acteur de premier choix à ce moment-là pour un rôle aussi conséquent, et que c'est surtout un film à contre-emploi de sa palette de films habituels. Une opinion que partage notamment le distributeur du film qui refuse catégoriquement François Cluzet dans ce rôle. Mais Guillaume Canet tient bon, il ne voit personne d'autre pour jouer Alexandre Beck. Alors, il prend une décision radicale et se sépare du distributeur. Cette loyauté envers son acteur sera très appréciée par le principal intéressé qui, en plus d'adorer le scénario et d'avoir toujours voulu jouer dans un film d'action, a maintenant la ferme intention de se donner à fond pour remercier son réalisateur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien fait, puisque... François Cluzet. Merci beaucoup. Pour les autres rôles, Guillaume rappelle des amis avec qui il a déjà tourné. François Berléand, Marina Hines, Philippe Lefebvre et Gilles Lelouch. À la base, Guillaume Canet était très embêté, puisqu'il n'avait aucun rôle à proposer à Gilles Lelouch, son ami de toujours. Mais ce dernier avait lu le scénario en cachette et avait craqué pour le rôle de Bruno. Dans un premier temps, Guillaume Canet n'y croit pas, puis propose des essais à Gilles qui vient le jour J, crâne rasé et attitude qu'il faut. En quelques minutes, Guillaume est convaincu. Guillaume Canet ne s'arrête pas là.
Pour obtenir le casting de rêve qu'il souhaite, il propose des rôles à André Dussolier, Florence Thomasin, Jean Rochefort, Nathalie Baye et Christine Scott Thomas. Le tournage peut donc démarrer en 2005, intense, fort et rempli d'imprévus, comme une fracture de l'épaule en pleine prise pour François Berléand. Et ce film est également le premier à bénéficier d'une fermeture d'un morceau du périphérique de Paris pour les besoins d'une scène. Sauf que sur les 2 jours initialement octroyés, finalement ils n'auront droit qu'à un seul. Et encore, le 14 août 2005 de 4h du matin jusqu'à 11h, provoquant la colère de bon nombre d'automobilistes essayant de partir en vacances. Mais qu'à cela ne tienne, Guillaume Canet tient les délais, assure avec son équipe l'ensemble des prises d'une main de maître, mettant, comme à son habitude, la main à la pâte. Et Harlan Coben se verra même offrir un petit caméo dans le film. Ne le dis à personne sort au cinéma le 1er novembre 2006 et fait un carton, vendant plus de 3 111 000 places en France et s'exportant dans une quinzaine de pays dont les États-Unis où il recevra un bel accueil critique. Il sera récompensé de 4 Césars sur 9 nominations en 2007, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure musique et meilleur montage. Michael Caine, illustre acteur britannique, adore Ne le dis à personne. Il a même dit à la BBC que c'était le meilleur film qu'il ait vu en 2007 et l'a inclus parmi ses 10 meilleurs films de tous les temps dans son autobiographie de 2010, The Elephant to Hollywood. Et rien que pour ça, c'est carrément la classe. Vous l'aurez compris, ce film est très apprécié puisqu'il récolte encore aujourd'hui 94% d'opinions favorables sur le site Rotten Tomatoes. Mais ne le dis à personne, ça parle de quoi? Alexandre Beck, pédiatre, perd sa femme un soir lors d'une agression. Elle est tuée de manière très brutale par un tueur en série. 8 ans plus tard, n'arrivant toujours pas à faire son deuil, il reçoit le jour de la date anniversaire un email montrant une vidéosurveillance où sa femme apparaît, bien vivante. Choqué, il cherche à connaître le fin mot de l'histoire et va éveiller les soupçons de la police, mais également de personnes mal intentionnées. Ne le dis à personne est mon film français préféré, et pour un tas de raisons, donc je vais essayer d'être le plus clair et synthétique possible en orientant ma réflexion autour de 4 axes centraux. Le scénario, les acteurs, la mise en scène et la musique. On le sait déjà, Ne le dis à personne est l'adaptation du best-seller, donc le matériau de base offre ce qu'il faut pour un film réussi. C'est bien connu, il n'existe aucune adaptation de best-seller complètement ratée. Ce qui fait toute la différence ici, c'est un choix particulier, celui qui a convaincu Harlan Coben de céder ses droits à Guillaume Canet plutôt qu'à Hollywood, c'est-à-dire celui de placer l'amour au centre de l'intrigue. De ce fait, le film humanise son protagoniste, favorisant son identification à lui et nous transporte avec lui dans cette aventure. On est complètement happé, en total soutien avec lui dans chacun de ses choix, jusqu'à bondir devant tous les risques inconsidérés qu'il prend et s'effondrer avec lui pour le dénouement final. Parce que c'est une histoire d'amour. Le film policier, lui, est au second plan. On ne suit pas un homme qui essaie de clamer son innocence, parce que ça, Alexandre, il s'en fout. On suit un homme qui cherche à retrouver la femme qu'il aime et qu'il a perdue. Et ça, ça nous parle à tous. Alexandre est en cavale, il passe une bonne partie du film à courir, mais en réalité, comme on l'a vu, l'enquête est au second plan. Alexandre ne court pas pour échapper à la police, il court pour retrouver sa femme. Et c'est pour ça que tant qu'il n'a pas l'espoir de la retrouver, il est statique, même quand il commence à être soupçonné. A l'inverse, dès que l'espoir de la retrouver renaît, il brave tous les dangers et commence un mouvement effréné. Une course non pas pour échapper à la police, mais pour retrouver la femme qu'il aime. Et cet aspect de narration est très bien illustré dans l'affiche. Si on n'a pas vu le film, on peut penser que le choix de Cluzet qui court est dû au fait qu'il est poursuivi, un peu comme l'affiche du fugitif. Mais en fait, la silhouette blanche de sa femme montre autre chose. En réalité, il ne fuit pas mais court vers elle, et il est symboliquement placé au niveau de son cœur, comme si leurs deux cœurs ne faisaient qu'un. Et c'est tout ce qu'on montre pendant le film. Leur amour est fusionnel depuis toujours, ils ne font qu'un. Et c'est pour ça qu'il court toujours vers elle, comme l'illustre à merveille la scène du périphérique. C'est même la quintessence de cette course. Alexandre traverse une des routes les plus dangereuses de France sans même se poser de questions. Et pour ceux qui vivent à Paris ou qui ont déjà pris ce périphérique, ils savent très bien la folie de cet homme. Mais ça dénote la force inconditionnelle de son amour. L'amour, ça brave tout. Ça permet de tout affronter, ça donne une force inouïe. Et c'est d'ailleurs pour ça que les policiers n'arriveront pas à rattraper Alexandre. Il a un moteur bien plus fort que le leur. On en a parlé plus tôt, mais Guillaume a le nez pour cerner les acteurs, comprendre ce qu'ils peuvent offrir de différent et leur permettre de le faire. C'est le cas pour François Cluzet. Jusqu'ici, quand on a des films d'auteur ou rôles secondaires dans des comédies, Ne le dis à personne représente un réel tournant pour l'acteur qui démontre enfin tout son talent. Tournant, car c'est à partir de ce film qu'il s'impose au grand public comme un acteur de premier plan et qu'il enchaîne les films à succès. Même si pour moi, Ne le dis à personne reste sans nul doute la meilleure interprétation de Cluzet. Il crève littéralement l'écran dans ce film. Il est d'une justesse rare. On rit avec lui, on pleure avec lui, on veut se battre à ses côtés, on s'inquiète pour lui parce qu'il arrive à nous embarquer avec lui. Il est habité par le personnage, jusqu'à réussir à faire ce que tout acteur doit systématiquement faire, s'effacer derrière son personnage. Quand je regarde Ne le dis à personne, je ne vois pas François Cluzet jouer Alexandre Beck, je vois Alexandre Beck. Ajoutez à ça une pléiade d'acteurs secondaires suffisamment bons pour partager l'affiche, quelques nouvelles têtes qui feront parler d'elle les années suivantes, et vous obtenez ce qu'on appelle un ensemble parfait. Je ne vois pas de fausses notes sur le casting.
Kristin Scott Thomas a cette force de caractère qu'il faut, Marie-Josée Croze, cette essence fragile et douce, François Berléand, ce petit piquant agaçant et attachant, Jean Rochefort, ce charisme à toute épreuve, André Dussolier, cette froideur amicale, en plus d'avoir une voix qui colle à merveille. J'étais là en tant que père pour l'identifier, pas en tant que gendarme. Je me rends compte que j'aime beaucoup les acteurs à voix. En France, on a André Dussolier et Gérard Darmon par exemple. En Angleterre, il y a Michael Caine. Aux États-Unis, on a Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Casey Affleck. Plein d'acteurs en fait. Sans déconner, même le chien joue super bien. Mais ce qui vient rajouter de la force à cet ensemble d'individus, c'est leur capacité à se correspondre, s'appuyer et se compléter comme un réel ensemble, comme un tout d'un même univers, d'un même film. La scène d'introduction a été complètement improvisée. Alors qu'ils dînaient tous ensemble, Guillaume Canet a pris la caméra et a filmé, leur demandant de se lâcher et de se parler de tout et n'importe quoi. C'était également la première scène de tournage, de quoi créer une alchimie naturelle qui allait perdurer sur tout le film. Une alchimie que Guillaume Canet a su créer et retranscrire à l'image. Non seulement son choix de casting est très pertinent, mais en plus de ça, sa mise en scène est travaillée et efficace. Il suffit de s'intéresser au making-of pour comprendre à quel point c'est un metteur en scène autant qu'un réalisateur. Il aime ses acteurs et ça se voit. Il prend le temps nécessaire pour aller chercher avec eux, et j'insiste bien sur le « avec eux », la bonne émotion, le bon état d'esprit, la bonne psychologie. Et il appuie le tout avec une réalisation technique et un storytelling complémentaire. Déjà, en faisant le choix de filmer les scènes d'action et de poursuite en caméra épaule, ce qui donne une image plus saccadée et une intégration au film plus forte, plus authentique qu'un blockbuster américain où il y a du mouvement, certes, mais bien souvent en grue ou en nacelle, ce qui rend un aspect plus lisse. Ici, c'est brut, presque brouillon, volontairement pour coller à la réalité. Ce n'est pas un super-héros propre sur lui, mais un homme ordinaire que l'amour pousse à faire des choses extraordinaires. Mais il n'en reste pas moins un homme pour autant, et la réalisation souligne cet aspect. Quand il se saoule à la vodka, tous ses souvenirs se mélangent dans sa tête, et le montage nous permet de nous perdre avec lui. Entre les scènes de la crémation, les souvenirs de cette soirée au lac, Margot se baignant, Alexandre vrillant et s'effondrant dans le lit, ces quelques minutes suffisent à nous faire comprendre la douleur de cet homme et la complexité de ce qu'il vit. Je pourrais m'amuser à analyser presque chaque scène de ce film et trouver un intérêt spécifique au parti pris artistique. Guillaume Canet met en scène l'émotion, et la sublime par ses choix musicaux. Il a fait appel à M pour composer la musique du film. Le but était d'obtenir quelque chose d'authentique, brut, fort. Il faut savoir que la plupart des morceaux ont été improvisés en une seule prise. Guillaume Canet a montré le film à M et ce dernier s'est laissé porter en jouant sur sa guitare. Pour le reste, Guillaume Canet utilise judicieusement des chansons qui servent l'histoire, comme With or Without You de U2, qui, en plus d'être magnifique et culte pour toute ma génération, vient appuyer un moment très fort du film. Bref, si Ne le dis à personne est mon film français préféré, c'est pour son histoire, bien adaptée du roman. Son interprétation sans faille, sa mise en scène subtile, sa réalisation efficace et sa musique envoûtante. Il est la preuve qu'un film n'est pas l'apanage d'une seule personne, mais la fusion de compétences de plusieurs. Et enfin, il prouve qu'un film français peut faire aussi bien, voire mieux, qu'un blockbuster américain. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, like, partage, abo, cloche, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut!